Bienvenue à la 18e émission dans le cadre de la série Pistes de réflexion pour se prendre en main. Nous développons cette semaine le grand titre de la semaine dernière, « Être plutôt que paraître ». Nous avons discuté et échangé sur le premier volet qui était « Être ce que je parais ». Et cette semaine, le deuxième volet, c'est « Ce que je dis, je le fais ». Sur le plan idéal, la plupart des études actuelles sur les tendances individuelles nous révèlent ceci, que la personne humaine aspire à une vie paisible. Je n'ai rien contre, c'est très bien. Que cette personne veut une vie basée sur le développement de ses intérêts. Ben, je dis que c'est essentiel. Quelle est une vie basée sur la satisfaction au travail? C'est très valorisant. Que la personne souhaite de plus en plus de mettre du temps à sa famille. C'est magnifique. Elle souhaite consacrer également plus de temps à la réalisation de ses projets personnels. C'est très gratifiant. Ça, c'est l'idéal, et de l'idéal, il en faut. Mais, malheureusement, il y a un mot que j'utilise assez souvent. Peut-être que je me fais mal comprendre en l'employant, mais c'est ce que je ressens à plusieurs occasions. Ce mot se nomme déception. La pression sociale là, est tellement forte. C'est presque faire, pour un très grand nombre d'individus, là, ça empêche de se réaliser. À toutes nos aspirations personnelles, là, toutes légitimes qu'elles soient, on se sent comme incapable de les réaliser à cause de cette grande pression. Et j'ai fait cela personnellement, sans jouer au martyr, durant plusieurs années. Et je ne suis pas le seul de ma génération ou des générations passées, et même, j'ajouterais, des générations futures, à tomber dans ce piège. Les valeurs et les discours, nos paroles, dominantes, qu'on entend dans la société, deviennent des références, tandis que les aspirations personnelles demeurent nos préférences. En résumé, les valeurs dominantes dans la société incitent, invitent à la performance et à la réussite. Et quelles que soient nos aspirations personnelles, cette société nous impose la conduite à suivre. Et on se rend compte qu'on n'a même pas le droit de se tromper et même d'avoir un échec. C'est très grave. C'est pour cela que les valeurs dominantes sont une source de tension beaucoup plus qu'une source de motivation, en tous les cas, chez plusieurs individus. Dans le mouvement quotidien là, de tous les jours, chaque personne doit faire face à certaines exigences de la vie. Alors nous avons besoin d'un toit, la nourriture, on l'a déjà dit, des vêtements, des loisirs. Le mouvement là, et l'entretien de la vie sont des réalités qui peuvent nous décentrer de nos valeurs personnelles et nous amener forcément à adopter celles de la société dominante. Allons-nous nous y mouler ou allons-nous leur résister aux valeurs dominantes de la société pour vivre en harmonie avec nous-mêmes? Voilà la question. C'est ce que j'appellerais une question qui vaut près d'1 million de dollars. La personne que nous sommes, là,
souhaite que ses gestes quotidiens soient en harmonie avec les valeurs qu'elle affectionne de façon très personnelle. La recherche de la cohérence, de ce qui est logique, ne propose pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Elle invite à être soi-même, à être vrai. Il y a quand même une belle surprise qui nous attend. Prenons par exemple la famille. C'est quand même le noyau de la société, hein, qu'on le veuille ou pas. C'est une valeur qui a une tendance dans les discours et les paroles des jeunes d'aujourd'hui, quoi qu'on en pense. Cette valeur de la famille, elle devient pour eux, les jeunes, une nouvelle préférence. Nous pouvons également affirmer que la famille est toujours demeurée une valeur dominante dans les conversations, dans les discours et dans les préférences des gens en général, et cela d'une génération à l'autre. Ce n'est pas parce que la famille a éclaté par suite de l'augmentation des séparations des partenaires que cette famille n'est pas demeurée une valeur de préférence dans les entretiens des gens. Alors, ce que je dis, je le fais. Ce que je dis, cette partie-là, ce sont les aspirations, les croyances, les valeurs que j'ai personnellement. En fait, ce sont mes préférences et normalement, nous parlons de ce que nous aimons. Je le fais. Ça, ce sont les gestes que l'on pose pour vivre son quotidien, ses propres valeurs dont on a tant parlé. Donc, dans ce que je dis, j'essaye de mettre en pratique au maximum de toutes mes possibilités ce dont je parle. Même si la personne, là, ne réussit pas à 100%, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas honnête, cette personne-là. Pas du tout. Et nous sommes tous attachés à nos valeurs personnelles. La personne, moi la première, n'accepte pas de renier ses valeurs dès que des problèmes apparaissent à l'horizon. Cependant, la personne humaine accepte de remettre son projet ou de remettre en question, de se remettre en question pour régler ce qu'on appelle des problèmes imprévus. Or, cette personne, ça peut être toi, ça peut être moi. Cette personne-là affirme publiquement son attachement à ses valeurs. Ça, c'est quand on est convaincu de telles valeurs et qu'en particulier, notre personnalité est extravertie, c'est-à-dire que nous sommes à l'aise de parler de nos émotions, de nos sentiments à des personnes, d'extérioriser ce que nous ressentons. C'est viscéral, ça vient du fond. Mais attention, ce n'est pas parce que les autres personnes là, qui sont introverties, qui n'aiment pas parler de leurs choses personnelles, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas authentiques et honnêtes. C'est pas ça que je veux dire. Ces personnes n'en sentent peut-être tout simplement pas le besoin, ou bien elles expriment leurs sentiments, leurs émotions de d'autres façons. Mais la personne qui veut affirmer là, publiquement son attachement à ses valeurs, ça fait partie de ses droits. Autant qu'elle ne
en autant qu'elle ne fatigue pas les autres avec ça, qu'elle ne s'impose pas aux autres. Ça, c'est très important. Cette personne-là, elle s'engage publiquement dans des activités, dans ses choix personnels de lecture et dans différentes autres activités qui font justement la promotion de ses valeurs personnelles. Elle accepte, cette personne-là, de militer directement ou indirectement pour favoriser justement le développement de ses valeurs personnelles. C'est tout à fait légitime. Et je trouve ça très important qu'elle puisse le faire, si elle le désire. Mais attention, comme résultat, en bout de ligne, là, c'est bien sûr qu'il ne faut pas être aveugle et prétendre que toutes les traces d'incohérence vont disparaître un jour de chacune de nos vies. Et ici, une chose très importante. Refuser la domination, c'est l'attitude nécessaire pour avoir sa liberté. Ça, c'est très important, parce que sans liberté, on ne peut faire valoir ses valeurs personnelles. On se doit d'accepter des modèles, mais comme il n'y a rien de parfait en ce bas monde, il faut se méfier de certains modèles. Les modèles incarnent ou personnifient souvent nos valeurs de préférence. Ces modèles-là, ils nous aident à visualiser les gestes qui sont cohérents avec les valeurs souhaitées. On a bien besoin d'aide dans ce travail. Or, ces personnes autour de nous, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants, ça peut être des neveux, des nièces, ça peut être un prof, ça peut être des compagnes, des compagnons de travail, peu importe. Cependant, il faut éviter de considérer les modèles sous l'angle de la perfection. Les modèles servent à illustrer, à imager, à donner des idées. Ils servent également à confronter et à interpeller. C'est à cela que ça sert des modèles. Il ne faut pas les copier intégralement, bêtement. Mais ce qui est pénible à accepter dans la vie, c'est l'imprévisible. C'est que la transformation personnelle est un mouvement discontinu. C'est fait d'action et de réaction. Et ce n'est jamais réglé une fois pour toutes. Ça serait si fin. Mais ce n'est pas le cas. Tu te fais un plan, on le sait par expérience, qu'il puisse arriver qu'on se fixe un horaire et qu'on ne peut la suivre. Alors, ce n'est pas plus grave que cela. En autant que tu acceptes justement les impondérables, les imprévus. Tu n'y peux rien, tu te dois à ce moment-là de demeurer serein et sereine. En cas d'urgence, quand on se sent pris, pour éviter la panique également, et je dirais même parfois la dépression, il faut savoir renoncer. Mais attention, savoir renoncer n'implique pas une négation de l'existence de certaines valeurs personnelles. Savoir renoncer, ça veut dire, ça implique que la personne a une connaissance suffisante d'elle-même pour se retirer des situations qui peuvent entraver sa recherche personnelle de cohérence. Et ça peut aller jusque-là. Et l'on n'a pas à juger cette personne qui agit de la sorte.
tous et toutes, nous avons un seuil de tolérance à différents degrés. Et cela fait partie du respect de la personne. Le fait de s'engager dans un processus d'autodéveloppement, de recherche de cohérence, c'est un choix personnel. On n'a pas à l'imposer, surtout pas à l'imposer aux autres. Cependant, les autres doivent respecter ceux qui s'y engagent. C'est en fait l'expression du désir de devenir l'auteur et l'acteur de sa propre vie. Et c'est ça de la cohérence, être l'auteur, l'acteur de sa propre vie. Et non être réduit ou réduite à être seulement l'exécuteur ou l'exécutrice d'une vie imposée par d'autres. Et tout cela, ça va donner quoi comme résultat? Bien, ça va donner, moi, ce que j'appelle le bonheur. Et ici, je me permets, encore une fois, de référer à mon livre et de vous lire un poème qui s'intitule « La joie de vivre ». Vivre à plein dans son cœur et son corps, puis dans son propre environnement, c'est la façon naturelle de vivre. Se regarder les autres en s'ajustant, en pensant à eux, à notre contact, la joie éclate. Mais se plaindre de tout et de rien, ce n'est sûrement pas positif face à des projets d'amitié. Alors, réveille-toi et agis. N'attends pas tout de ton milieu, car tu seras peut-être déçu. Alors, le bonheur, c'est simplement une aptitude, une capacité, une habileté à conserver un équilibre émotif et de vivre en harmonie, d'abord avec soi-même, puis avec les autres et avec la vie en général. Puis le respect de soi et des autres est la plus grande responsabilité personnelle à développer. Ça, on ne s'en sortira pas. Et c'est vrai que nous sommes responsables de l'image que nous projetons. Alors, si nous jouons sur deux tableaux et qu'on se plaint que les autres ne nous comprennent pas ou nous connaissent très mal, c'est de notre faute. Et je le reconnais personnellement, consciemment ou pas. Parfois, nous trompons les autres sur ce que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. On doit apprendre à contrôler nos pensées, nos émotions, si on veut demeurer en santé. C'est très important. Et par le fait même, heureux et heureuses. Et n'oublions pas que les véritables grands hommes, les véritables grandes femmes sont naturels, francs et honnêtes, et cela avec chacune des personnes, quelle qu'elle soit. Et être heureux, être heureuse, c'est laisser devenir ce qui se passe au moment où cela arrive. Autrement dit, c'est dire oui à la vie avec un grand V. Il faut, je dirais même, arriver à s'aimer avec ses défauts. Ça, c'est la première étape, s'aimer tel que l'on est dans le concret. La deuxième étape,
serait d'accepter que tout ne soit pas comme prévu. Autrement dit, c'est d'accepter que dans la vie, il y ait de l'imprévisible, des imprévus. Et la troisième étape, c'est d'accepter de ne pas être le maître de sa vie. Faire comme si tout dépendait de nous, faire tous les efforts possibles pour améliorer certaines choses, mais accepter que les résultats ne soient pas aussi bons que nous l'aurions désiré. Et la véritable bataille sur cette terre, je l'ai dit et je le répète encore une fois, consiste à se connaître